Bonjour, ravi de vous retrouver, merci pour votre fidélité. Cette nouvelle émission est placée sous le signe de la Lune, elle s'intitule tout naturellement Jardiner avec la Lune. Bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, justement, la séquence plantes vedettes vous permettra de faire connaissance avec des plantes utiles. Nous vous révélerons ensuite les trucs et les astuces pour bien aménager un massif fleuri. Puis nous prendrons le chemin du poulailler pour y découvrir des œufs colorés. Et enfin, la séquence jardinage s'intitulera quant à elle « Jardiner avec la Lune ». La nature et le jardin peuvent être source de bien-être. C'est d'ailleurs le thème du dossier du Rustica de cette semaine. Dans ce dossier, justement, vous allez découvrir 1001 façons de rester en forme et de prendre soin de vous, mais aussi des solutions pour booster vos défenses naturelles et échapper au stress ambiant. Alors bien entendu, cela passe par un mode de vie sain et équilibré, des techniques de relaxation et pourquoi pas des plantes et leurs bienfaits. Le Conservatoire national des plantes de Milly-la-Forêt préserve et collectionne des espèces utiles. Sur place, l'usage des plantes est révélé par des techniciens, à l'image de Morgane Souche qui va vous livrer quelques petits secrets d'herboriste. Des plantes utilitaires oubliées. Ces végétaux pleins de vertus disparaissent peu à peu de notre quotidien, remplacés par des produits industriels. Le Conservatoire de Milly-la-Forêt les protège et les fait revivre auprès du public. Morgane Souche anime des ateliers pour redécouvrir ces plantes. Ça peut être donc les plantes qui vont servir à faire du parfum, des médicaments, des plantes colorantes et tinctoriales pour teindre par exemple du tissu. On a des carrés spécifiques avec par exemple les plantes aromatiques. Ici les plantes à l'hycoristerie. On a les plantes qui vont servir à faire des huiles, donc que ce soit des huiles végétales ou des huiles macérées. Le carré des plantes textiles également, le carré des plantes toxiques. Donc voilà, on les a répartis en fonction de leurs utilisations. Par exemple, j'ai mis à macérer des feuilles de mûrier à papier. Donc je les ai mises à macérer pendant plusieurs mois dans de l'eau de cendre de façon à les décomposer pour récupérer les fibres et ensuite en faire du papier. On peut utiliser les plantes médicinales, par contre il faut quand même bien se renseigner avant de les utiliser. Mais les utilisations peuvent être assez simples. On peut faire tout simplement une infusion de plantes. On peut faire également des huiles macérées. Alors là, vous avez par exemple le souci qui est juste ici. Donc avec le souci, on va pouvoir faire une huile macérée de souci. Donc en mettant tout simplement des fleurs de souci dans une huile végétale, on va obtenir une huile macérée que l'on pourra utiliser pour des problèmes de peau. On peut également faire des huiles macérées de pâquerette par exemple, qui elles vont être utilisées plus pour raffermir la peau. Donc, par exemple, l'échinacée, on va surtout l'utiliser en homéopathie. Elle va être utilisée pour renforcer le système immunitaire. Ces plantes utilitaires sont cultivées et multipliées. Elles sont aussi récoltées, séchées et conservées en chambre froide. C'est bien connu, le jardin est source de détente. On se libère du stress quotidien et on se vide l'esprit. Cependant, pour le jardinier amateur, il y a des étapes qui peuvent être source de questionnements, d'interrogations, voire d'inquiétudes. C'est au moment de l'aménagement du jardin et plus particulièrement de l'installation des massifs. Où les implanter, comment les organiser et surtout, quelles plantes utiliser. Alors, pas de stress, Rustica a tout prévu à la manière d'un massif modèle. Vous aimez les rosiers, vous souhaitez en installer un dans votre jardin. Sous la forme d'un plan patron, suivez mes conseils pour installer autour d'un rosier un écrin gracieux composé de graminées et de plantes vivaces. Les rosiers dont la floraison est fine et délicate méritent un écrin tout aussi gracieux. Les graminées et les plantes vivaces sont parfaites pour assurer cette fonction. Ce massif, mesurant 2 mètres sur 2, exposé au soleil et installé dans une bonne terre de jardin, possède en son centre ce rosier arbustif. La variété Pink Prosperity est particulièrement intéressante pour sa floraison remontante, c'est-à-dire qu'elle s'épanouit du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Les fleurs roses s'épanouissent en bouquets. À ses côtés, le panique est une graminée à la silhouette élancée, gracieuse et fine. Elle se couvre en juillet de fins épillets vaporeux. C'est elle qui apporte de la légèreté à notre composition. Pour habiller le premier plan de notre massif, 3 géraniums vivaces ont été plantés. Leur forme arrondie épouse parfaitement le contour sinueux de cette composition. Leurs feuilles, ici, légèrement parfumées lorsqu'on les froisse, sont rehaussées d'une floraison mauve qui s'épanouit du mois de juin jusqu'en octobre.
Plus en retrait, le géranium Blue Cloud atteint 60 cm de haut et possède une floraison extrêmement fine, couleur bleu lavande, tout aussi fine que son feuillage, qui en automne prend de très jolies couleurs flamboyantes. À ses côtés, le géranium grandiflorum, fleuri mauve avec de grandes fleurs qui s'épanouissent en juin-juillet. Il mesure 60 cm de haut et complète cette palette de camailleux de mauve et de bleu. Côté plantation, intervenez plutôt en automne en installant le rosier comme les plantes vivaces dans une terre bien ameublie et enrichie de fumier. Côté entretien, supprimez les fleurs fanées du rosier une fois qu'elles ont défleuri et coupez les 2/3 du rameau au mois de mars. Pour les géraniums, attendez que le feuillage soit complètement sec pour couper les tiges au ras des souches. Quant à la graminée ici, profitez de son feuillage roux pendant tout l'hiver, vous ne la couperez qu'au printemps suivant. Retrouvez d'autres plants patrons de massifs sur le site rustica.fr. Ils vous apporteront tous les renseignements et les conseils pour réussir vos compositions d'arbustes, de massifs et de rosiers. L'intérêt pour les poules ne se dément pas. Voici quelques années maintenant que les gallinacées sont les compagnes préférées des jardiniers. Elles sont utiles pour désherber les massifs et participent au recyclage des déchets ménagers, au point que certaines collectivités ont offert à leurs administrés des poules pour réduire les quantités de déchets à collecter. Mais n'oublions pas que les poules pondent des œufs, c'est aussi pour cela que nous les apprécions, des œufs qui ne sont pas toujours de la même couleur, comme en témoigne notre reportage à la ferme de Canon en Normandie. Bleu, vert, marron, blanc, on trouve des œufs de toutes les couleurs à la ferme de Canon en Normandie. Hervé de Mézerac, exploitant en agriculture biologique, fait découvrir ses œufs aux visiteurs. Chaque poule a une couleur différente de plumes et une forme différente et du coup fait des œufs de couleurs différentes et de formes différentes. On a des œufs marrons foncés, c'est les œufs de Marance. La poule de crève-cœur, on a fait des œufs vraiment blancs. On a essayé de sélectionner des poules araucana qui viennent du Chili. Donc ces poules-là font des œufs verts. Mais comme tout le monde est un peu mélangé dans la ferme, on a des œufs verts, on a des œufs bleus, on a des œufs kaki. Parce que les œufs kaki, ça doit être croisé d'araucana et de Marance. Il y a des petits œufs parce qu'il y a des petites jacottes, donc elles font des petits œufs. Il y a des très gros œufs, c'est les vieilles poules. Elles en font moins, mais elles font des gros œufs, ce qui est sympa. Il y a des gens qui aiment bien avoir deux jaunes dans l'assiette. Il y a les œufs d'oie aussi, ça fait des gros œufs. Il y a les œufs de canne qui sont des œufs vert d'eau. L'avantage de ces œufs, c'est qu'il n'y a pas seulement la couleur de la coquille qui diffère, mais il y a aussi l'intérieur. Tous les œufs de nos poules, ils ont des jaunes orangés parce qu'on les voit, hein, ça fouille un petit peu partout, ça mange énormément d'herbes. C'est une de leurs bases d'alimentation. Donc nos œufs sont très riches en oméga 3 et ça mange des petits vers de terre parce que la poule n'est pas herbivore, elle est omnivore. Les poules araucana ont la réputation de faire des œufs moins gras. Donc les gens qui font un peu de cholestérol recherchent plutôt des œufs verts parce que c'est moins gras. Donc c'est meilleur pour la santé. Les œufs de Marance sont réputés pour avoir une coquille assez dure. La solidité de la coquille et de l'épaisseur, ça dépend aussi du calcium qu'elles vont trouver dans le sol. S'il y a du sable, des petits cailloux, elles mangeront ça, et ce qui fait que ça fera une coquille plus dure. Contrairement aux oies qui ne pondent que des œufs fécondés au printemps, les poules en produisent tous les jours. Depuis toujours, la Lune et ses effets, bénéfiques ou non, fascinent les hommes. Les jardiniers ne sont pas en reste puisque bon nombre d'entre eux considèrent que la Lune a des effets positifs sur la croissance des végétaux. Par conséquent, ils tiennent compte de sa position et de son état pour entreprendre les travaux de jardinage. Pour cela, il faut se référer au calendrier lunaire, un calendrier lunaire qui, curieusement, préconise de ne pas jardiner à certaines périodes. Pour bien comprendre les raisons de cette recommandation, retrouvons les explications d'Hubert Fontaine. Si vous avez pour habitude de jardiner avec la Lune, que vous utilisez un calendrier lunaire, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait des jours où vous ne devez pas jardiner. Pendant sa course autour de la Terre, la Lune décrit une ellipse. Au moment où elle est la plus proche de la Terre, il s'agit du périgée, et au moment où elle est la plus éloignée de la Terre, il s'agit de l'apogée. Pendant les deux périodes, pendant les deux périgées ou les deux apogées, il se passe 27 jours, un petit peu plus de 27 jours et demi. On va passer tout de suite au périgée. Le périgée, c'est lorsque la Lune est la plus proche de la Terre. Il y a une attraction assez forte auprès des plantes. On ne jardine pas, car les semis filent, s'étiolent et risquent de monter à fleurs, puis à graines prématurément sans avoir le temps de grossir et de se gorger de vitamines. La Lune est distante alors de 365 500 km de la Terre.
Après le périgée, où la Lune est la plus proche de la Terre, la Lune va s'écarter, toujours sous cette forme d'ellipse, pour en arriver au point culminant. Entre la Terre et la Lune, à ce moment-là, on est séparé de 406 700 km. C'est une période où on ne jardine pas. Et on ne jardine pas car les semis lèvent mal, les greffes démarrent difficilement, les repiquages et plantations ont des reprises beaucoup plus compliquées. En règle générale, les végétaux sont plus vulnérables aux maladies. Eh bien, c'est le bon moment pour faire un petit rangement dans toutes ces graines. Autre période où il est déconseillé de jardiner, c'est pendant la période des nœuds lunaires. Il y en a 2 par mois. C'est le moment où la Lune va passer entre le Soleil et la Terre. Pendant cette période, il est déconseillé de jardiner puisque les végétaux risquent d'être perturbés et d'avoir des malformations. Si vous avez pour habitude d'utiliser un calendrier lunaire pour jardiner et qu'on vous demande de semer vos carottes ou de repiquer vos salades et que le temps n'y est pas, à ce moment-là, le bon sens veut qu'on ne jardine pas. Bien luné en 2016, vous le serez, votre jardin, vos légumes et vos fruits aussi, grâce au dossier du Rustica de cette semaine qui détaille tous les principes pour bien jardiner avec la Lune. Comprendre les phénomènes de lune montante et descendante, découvrir les constellations favorables aux racines, aux fruits, aux feuilles, savoir à quel moment semer, planter, tailler ou récolter, tout en bénéficiant des effets positifs de la Lune, tout est expliqué dans ce dossier spécial Lune 2016. Et pour vous accompagner au quotidien, Rustica vous propose le carnet pratique jardiner avec la Lune. Un carnet qui vous accompagnera avec son calendrier lunaire tout au long de l'année, au fil des semaines et des mois, dans vos travaux de jardinage. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour y effectuer les travaux de saison comme la taille, l'ameublissement et la fertilisation du sol. Ne vous pressez pas, attendez qu'il ne pleuve plus et retrouvez-nous pour la prochaine émission de Rustica Mag. Ce sera le 3e numéro de l'année. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, pour ce 40e numéro de Rustica Mag, l'hiver qui, il faut bien le dire, s'est fait un petit peu attendre. Et là, c'est donc le moment de tailler vos arbres et vos arbustes. Alors, bienvenue dans l'univers Rustica. Voyons sans tarder le sommaire de cette nouvelle émission. Dans la séquence jardinage, vous apprendrez à tailler un rosier grimpant. Vous découvrirez ensuite une rose d'exception, à la fois élégante et robuste. La séquence aménagement vous révélera comment réaliser un escalier et nous vous livrerons les secrets pour bien organiser dès ce printemps votre potager. Et là, c'est notre séquence découverte. En hiver, les végétaux sommeillent et les rameaux sont au repos, alors que l'on soit au verger ou au jardin d'agrément, c'est le moment d'effectuer les tailles et les rosiers ne dérogent pas à la règle. Alors pour vous accompagner dans cette opération, rendez-vous dans le Rustica de la semaine prochaine, dont le dossier est consacré à la taille des rosiers, car il faut bien le reconnaître, on est souvent un petit peu désemparé lorsque, sécateur à la main, on se retrouve face à ces rosiers. De quel type de rosier s'agit-il? La taille est-elle identique pour des rosiers non remontants ou remontants, des rosiers grimpants, buissons, botaniques ou des variétés anciennes? Les réponses, les techniques et les conseils sont rassemblés dans ce numéro. Mais tout de suite, prenons une première leçon de taille avec notre expert Hubert Fontaine qui va vous expliquer comment tailler un rosier remontant. Un rosier remontant, qu'il soit à petite ou à grande fleur, fleurit sur le bois de l'année, à partir du mois de mai jusqu'au gelé. L'intérêt de la taille, c'est de le rabattre et de favoriser de nouveaux rameaux beaucoup plus florifères. Si on laissait notre rosier en état, on s'aperçoit que les bourgeons terminaux, puisque la sève va toujours sur la dernière branche, c'est un rosier qui prendrait de l'ampleur, mais qui se dégarnirait de la base. Nous allons le tailler beaucoup plus sévèrement. Alors pour ça, on va observer notre rosier. On va essayer de l'évaser. On a des branches qui sont à la base, alors les bourgeons, on les voit à peine à la sortie de l'hiver. Nous allons tailler quelques branches à l'intérieur
Toujours pour bien les vaser, je profite de cette taille pour retirer le bois mort. Nous allons conserver entre 3 et 5 branches. Ici, nous avons un rosier buisson déjà bien démarré. En pleine pot, on va lui laisser 5 branches. Maintenant, on va rabattre les rameaux à 3 yeux. Et je fais une taille nette. Et ainsi de suite. Je regarde, je compte 1, 2, 3 et je taille en biseau. Ici, nous avons affaire à une branche qui est plutôt chétive, malingre. Je la coupe à la base. Donc là, le bourgeon est beaucoup plus bas. Donc il va y avoir une différence entre cette branche où le bourgeon est sur l'extrémité ici. Donc c'est celui-ci. J'ai choisi de le rabattre à ce niveau. Remarquez que je taille toujours en biseau de façon que la gouttelette d'eau ne coule jamais derrière le bourgeon terminal. Restons dans l'univers de la rose, car si l'hiver se prête à la taille de cet arbuste, c'est aussi à cette époque que vous allez choisir les nouvelles variétés qui seront plantées dès le printemps prochain dans votre jardin. Chaque année, de nombreuses variétés font leur apparition dans les catalogues des roséristes avec, pour chacune d'entre elles, de nombreux atouts et attraits. Actuellement, les obtenteurs de roses orientent leurs recherches vers des rosiers naturellement résistants aux maladies. C'est le cas des pépinières et roseraies Georges Delbar, dont la rose de Molinard ne nécessite aucun traitement. Le portrait de cette rose élégante et raffinée dressé par Arnaud Delbar, qui bien entendu l'a plantée dans son jardin personnel à Malicorne. Le feuillage est vraiment très vernissé. Nous sommes au mois de septembre, il n'y a pas de maladie, alors que c'est à ce moment-là qu'on voit le plus les maladies telles que la tache noire ou la rouille. On n'a pas d'oïdium, donc on a un rosier qui est très résistant et qui ne nécessite vraiment aucun traitement. Et puis en plus, donc ça c'est l'aspect agronomique, mais on a tout un aspect aussi très intéressant qui est la forme de cette fleur qui est en coupe, très à la mode, je dirais un petit peu les fleurs anciennes, les fleurs de nos grands-parents, avec un parfum envoûtant. On va sentir bien sûr des notes de rose, mais on va sentir des notes de poire, de pomme, il y a de la mangue, il y a un petit peu d'agrumes, quelques fruits exotiques. Donc un parfum très complexe, mais très enivrant. Là, il n'y a pas un rosier, il y a 2 rosiers, hein, donc c'est pour ça qu'il est aussi imposant. On peut dire que c'est un rosier vigoureux, très florifère. Il va remonter, on est au mois de septembre, donc là on est dans la 3e, voire la 4e floraison de ce rosier depuis le début mai. C'est un rosier qui peut être mené de 2 manières différentes. Soit en rosier buisson comme on l'a ici, de forme libre, où il va monter jusqu'à 1,80 m. Alors après, là on est dans un sol très riche, donc on lui a donné, il a beaucoup de vigueur. Il serait dans un sol peut-être un petit peu plus pauvre, ou avec un amendement un petit peu moins fort, eh bien, il ferait peut-être, vous voyez, 1,50 m, 1,60 m. Ou alors, eh bien, aussi, on pourrait éventuellement le mener en forme palissée pour en faire un petit grimpant le long d'un mur, hein, jusqu'à 2,50 m maximum. Il faut lui apporter un arrosage régulier et lui apporter de l'engrais organique en fin d'hiver, au mois de mars, et après chaque floraison. Donc 2 ou 3 fois pendant la saison estivale, et c'est tout. Le rosier en général a besoin de soleil, donc ce n'est pas une plante d'ombre, d'accord, donc on ne va pas le planter sous un arbre. Il a besoin d'au moins une demi-journée de soleil. On doit avoir à peu près 40 à 60 pétales qui s'ouvrent en coupe. Les pétales vont tomber naturellement et puis on viendra de temps en temps couper les fleurs fanées pour, simplement pour essayer de faire remonter le rosier un petit peu plus vite. En hiver, l'entretien des végétaux se limite au strict minimum, ce qui laisse du temps libre aux jardiniers pour réaliser des travaux d'aménagement du jardin. Parmi ces travaux, il y a la réalisation de petits ouvrages qui permettent de franchir un talus ou bien de relier 2 parties d'un jardin dont les niveaux ne sont pas identiques, ce sont les escaliers. Alors comment réaliser un escalier en récupérant des bordures de trottoir ou tout simplement des blocs de pierre? Pour répondre de manière très concrète et précise à cette question, suivez nos conseils réunis sous la forme d'un pas à pas. Commencez par façonner des paliers à flanc de talus avec une bêche. Débutez par la base du versant, puis remontez afin que s'esquisse progressivement le profil des marches du futur escalier.
Installez la première marche au bas de l'escalier en vous aidant d'une personne car le bloc rocheux est volumineux et lourd. Déposez-le sur une semelle de béton de quelques centimètres au préalablement appliqué sur le sol. Comblez le vide existant au dos de la première marche avec du béton et déposez une couche de ce même béton sur l'aplat de la marche suivante creusée dans le talus. Placez la seconde marche en partie à cheval sur la première et sur la semelle de béton. Ajustez sa position en veillant à ce qu'elle soit bien d'aplomb et en vous aidant d'un niveau à haut. Poursuivre la réalisation de l'ouvrage jusqu'au sommet du talus à franchir. Votre escalier de jardin sera confortable à utiliser si vous respectez la fameuse formule de Blondel, à savoir 2 hauteurs de marche ou girons plus une foulée doivent être égales à 65 cm environ. Retenez bien cette formule qui, adaptée à tous vos escaliers, vous permettra de les franchir de manière confortable et en toute sécurité. Ce printemps, vous avez peut-être le projet d'installer dans votre jardin un potager pour y cultiver et y récolter vos propres légumes. Il va donc falloir songer à son agencement. Pour cela, nous nous sommes rendus au potager du château de Saint-Jean-de-Beauregard dans l'Essonne pour découvrir et comprendre l'organisation d'un potager traditionnel. Petit ou grand, comme ici, au potager historique du domaine de Saint-Jean-de-Beauregard dans l'Essonne, l'organisation d'un potager est toujours sensiblement la même. Plusieurs éléments y trouvent leur place, leur fonction et leur utilité. Petit tour d'horizon des différents composants d'un potager. Le potager peut être clos de murs ou de haies. Ces parois protègent les légumes des vents dominants et des courants d'air. De plus, la présence d'un mur orienté au sud emmagasine la chaleur, crée un microclimat chaud et permet de cultiver des espèces frileuses comme le kiwi. L'essentiel de la surface du potager est consacré à la culture des légumes. De forme carrée ou rectangulaire, beaucoup plus rationnelle à cultiver, les parcelles accueillent des jeunes plants disposés en ligne, des rangs de légumes plus matures et prêts à être récoltés, ou des plates-bandes déjà entamées par des cueillettes successives. La répartition des parcelles et les légumes qui y sont cultivés ne sont pas le fruit du hasard. En effet, on ne plante jamais le même légume 2 années de suite au même endroit. Il faut respecter la rotation de culture et laisser la terre se reposer tous les 3 ans en semant un engrais vert, comme par exemple de la moutarde ou du trèfle. Chaque parcelle peut être délimitée par une bordure de fleurs ou un rang d'arbres fruitiers conduit en espalier et donc très étroit et peu gênant pour les légumes. Pour accéder au carré de culture, de larges allées gravillonnées permettent de circuler confortablement par tous les temps. En périphérie du potager se trouvent quelques équipements comme un point d'eau, une serre, des plates-bandes de fleurs, d'aromates ou des arbres fruitiers. Un bassin tout d'abord permet de stocker l'eau et facilite l'approvisionnement occasionnel d'arrosoirs sans puiser d'eau dans le réseau. Mais l'eau collectée est aussi à température ambiante et donc très utile pour assurer l'arrosage des jeunes cultures sensibles au choc thermique lorsqu'elles sont arrosées avec l'eau du robinet. La serre et sa structure en verre créent un microclimat chaud propice aux semis et aux jeunes plants dans les premières semaines de culture. Mais elle peut aussi abriter des espèces frileuses comme la vigne et les protéger des aléas climatiques. Selon l'importance du potager, la serre peut être remplacée par une structure plus légère et mobile, le tunnel en plastique. Enfin, le potager, dont le nom signifie à l'origine un lieu réunissant les légumes entrant dans la composition du potage, peut aussi accueillir des plantes aromatiques, des arbres fruitiers et des fleurs utiles pour agrémenter les lieux et fournir la maison en bouquets de fleurs fraîches. Alors bien sûr, la plupart des potagers ne bénéficient pas d'une surface et d'un cadre aussi exceptionnels qu'ici au potager de Saint-Jean-de-Beauregard, mais les principes d'aménagement restent les mêmes. Carrés de culture, bassins, serres, arbres fruitiers en espalier et massifs de plantes fleuries. Il suffit tout simplement d'adapter leur quantité et leur surface aux dimensions de votre potager. Quelles que soient ces dimensions, le but d'un potager est de produire des légumes et surtout d'en connaître la provenance. Alors pour atteindre cet objectif, il faut bien entendu les cultiver de manière 100% naturelle. Le dossier du Rustica de la semaine prochaine va vous y aider. Vous y trouverez en effet toutes les clés pour réussir un potager 100% naturel. Alors pour cela, quelques principes y sont développés comme des méthodes de culture respectueuses des micro-organismes qui vivent dans le sol, en passant par les gestes les plus appropriés pour travailler la terre, l'amender, la fertiliser et l'entretenir.
Sans oublier les variétés naturellement résistantes aux parasites et aux maladies qui vous épargneront bien des traitements et qui vous garantiront des récoltes belles et saines. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin, car l'heure est à la taille des rosiers, il n'y a pas de temps à perdre, tout doit être terminé d'ici la fin du mois de mars. Mais d'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Depuis le début de l'année, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Rustica Mag, le magazine TV de Rustica. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, je vous propose de découvrir dans la séquence animaux l'une des plus grosses gallinacées de la basse-cour, le dindon. Nous prendrons ensuite de la hauteur en milieu urbain pour savoir comment agencer une terrasse. La séquence aménagement est quant à elle consacrée à la réalisation d'un potager au carré, c'est l'une des grandes tendances de ce printemps. Et enfin, nous verrons comment préparer le sol avant les semis et les plantations de légumes. Nous sommes là, et vous l'aurez reconnu, dans la séquence jardinage. Mais voyons tout de suite la une du Rustica de cette semaine. Elle fait la part belle à nos compagnons à plumes, ceux de la basse-cour. Dans le dossier de ce numéro, la rédaction de Rustica célèbre le retour du petit élevage domestique et passe en revue un certain nombre de volailles et autres volatiles de la ferme. Vous y découvrirez le portrait, les caractéristiques de diverses poules, des poules pondeuses aux poules miniatures, mais aussi des canards, des oies, des pigeons, des pintades et des dindons. Alors si ces derniers ont pratiquement disparu du poulailler familial, il n'en reste pas moins que ces gallinacées sont attachantes et surtout étonnantes par leur dimension, leur silhouette et leur plumage. Le portrait du dindon est dressé par Hervé de Mézrac, éleveur à la ferme pédagogique de Canon dans le Calvados. Coq ou poule d'Inde, c'est le nom donné au dindon découvert par les colons espagnols en Amérique. Cette volaille, vite implantée en Europe au XVIe siècle, a presque disparu des basses-cours. Hervé de Mézrac a sélectionné quelques races pour sa ferme pédagogique bio en Normandie. Là, c'est un dindon d'Amérique. Donc forcément, ça vit en liberté aux États-Unis. Ça vole pas très haut et pas très loin, mais ça fait des vols, ça peut faire des vols de 200 mètres. Donc le dindon, vous avez vu, ça a la tête qui change de couleur tout le temps. Donc ça peut devenir violet, ça peut devenir rouge. Il y a son espèce de barbidule là, qui pendouille au-dessus du bec et qui peut remonter. C'est pour impressionner un peu l'ennemi. Donc c'est à la fois très laid et très beau parce que c'est quand même une tête, c'est on dirait un vrai masque de carnaval. C'est un animal incroyable et plus personne ne les connaît parce que les dindons, on ne les voit plus jamais maintenant dans les fermes. Ça a disparu parce que ça met beaucoup de temps à grossir. Et pour la chair, maintenant, c'est élevé en batterie uniquement pour les repas de Noël. Ça s'appelle un bronzé d'Amérique. Les reflets sont bronzés là-dessus. L'âge du dindon est un peu calculé par rapport à sa grosse touffe de poils, parce que c'est quand même une sorte de touffe de poils sur le plastron là devant. C'est un dindon qui a à peu près 10 ans. Donc celui-là, il est assez vieux. Et on arrive à le maintenir en vie en le nourrissant bien. Ça peut peser à peu près au moins 20 kg. Et il y a des variétés différentes. Donc il y a des dindes rouges des Ardennes qui sont un petit peu plus légères. Et puis il y a les dindes industrielles qu'on mange plutôt la viande, c'est des dindes blanches et les dindons blancs. En fait on mange de la dinde mais il y a aussi du dindon, on ne fait pas la différence entre les mâles et les femelles. Donc les deux sont mangés. Donc ça mange plutôt du maïs, du blé, des céréales. C'est la base de son alimentation. Après ça mange de l'herbe, hein, ça mange beaucoup d'herbe. Ça mange des petites feuilles, ça va manger des vers de terre s'il y en a qui passent. Pour la nuit, ils aiment bien avoir un petit abri. Comme le paon, le dindon peut faire la roue, paradant devant la femelle ou d'autres animaux. En milieu urbain, les terrasses perchées au sommet des immeubles bénéficient d'une exposition, d'une vue et d'une situation exceptionnelle, car déconnectées de la ville. Leur dimension, parfois assez importante, et les équipements comme les contenants ou le mobilier permettent de réaliser des lieux de vie qui n'ont rien à envier au traditionnel jardin implanté sur la terre ferme.
C'est le cas de la terrasse que nous allons découvrir, un lieu réunissant des espaces à vivre entrecoupés de plantations exubérantes. Posséder une terrasse au dernier étage d'un immeuble est une véritable chance, mais encore faut-il savoir l'agencer. Pour cela, on distingue deux types d'espaces. Les espaces à vivre, destinés aux usagers de la terrasse, et les espaces plantés, consacrés à la culture des végétaux. Parmi les espaces à vivre, le salon est probablement l'un des plus importants. C'est le lieu pour lequel vous allez aménager, décorer, agencer votre terrasse. C'est le lieu dans lequel vous allez vivre dehors. Alors comme ici, prévoyez de l'adosser contre de la végétation qui va vous isoler du reste de la ville, des bruits et des regards indiscrets. Pensez également au niveau de la surface à consacrer 2 mètres carrés par convive, c'est-à-dire 2 mètres carrés pour les bancs, les fauteuils, les chaises, de telle sorte que vous puissiez circuler aisément, mais aussi que vos convives se sentent parfaitement à l'aise. Autre espace, et non des moindres, le coin repas. C'est l'endroit où vous allez déjeuner et dîner en famille et entre amis. Pour cela, prévoyez une table suffisamment grande et adossez le lieu contre un mur qui vous protégera des vents dominants. Pour vous abriter du soleil, pensez au parasol, mais optez aussi pour la pergola en bois sur laquelle vous allez dérouler des canisses. Mais vous pourrez aussi palisser les lianes de plantes grimpantes comme cette vigne qui va diffuser une ombre légère. Côté astuce, il est très fréquent sur une terrasse de rencontrer des gaines techniques qu'il va falloir dissimuler. Ce fut le cas ici avec la réalisation de ce coffre en bois qui permet à la fois de ranger du matériel, mais également d'offrir une assise que l'on va agrémenter de quelques coussins confortables. Et même le plus petit des espaces sur une terrasse a son importance. Tiens, tenez, cette alcôve de verdure aurait pu accueillir un fauteuil. Eh bien, on y a installé un guéridon sur lequel sont posées quelques plantes de collection. Ah, j'oubliais, c'est pas parce que nous sommes sur une terrasse que vous n'allez pas jardiner. Alors, comme dans un jardin, il va falloir ranger les outils, le terreau, les engrais, les pots. Et pour cela, je vous conseille d'installer une petite cabane dans laquelle vous allez remiser tous vos équipements et matériels de jardinage. Pour les espaces plantés, 2 solutions s'offrent à vous. La première consiste à végétaliser la périphérie de la terrasse. Cela vous permettra de vous isoler des vis-à-vis et surtout de créer un véritable cocon de verdure. Pour la seconde possibilité, vous allez réunir les végétaux en îlots. Vous allez ainsi créer des massifs d'arbustes qui vous permettront de fractionner l'espace. Mais comme dans un jardin, ne vous isolez pas et préservez quelques belles perspectives, des échappées notamment, puisque l'attrait d'une terrasse, c'est aussi sa vue. Avant de semer et de planter les premiers légumes, il va falloir agencer le potager. Au traditionnel plate-bande rectangulaire, certains préfèrent les carrés lorsque ces derniers sont surélevés et bordés de planches en bois. C'est encore mieux et surtout, c'est dans l'air du temps. Alors pourquoi tant de succès pour le potager au carré? En premier lieu, ce procédé permet de bien délimiter les parcelles. Ensuite, le simple fait de réaliser un cadre en bois permet, une fois rempli de terreau, de cultiver des légumes absolument partout, surtout lorsque le terrain est de mauvaise qualité. Et enfin, une simple hauteur de planche de 30 cm surélève la surface de la terre pour en faciliter le travail. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent du dos. Alors si le principe du potager au carré vous tente, voici sous la forme d'un pas à pas comment le mettre en œuvre. Sur le sol, commencez par délimiter un rectangle de 1,50 m de côté. Procurez-vous des lambourdes de section carrée et coupez-les à 60 cm de longueur. Épointez-les et enfouissez-les solidement dans le sol tous les 50 cm à l'aide d'une massette. Pour chaque lambourde, laissez dépasser 15 cm hors de terre. Cette hauteur correspond à celle des planches en bois d'une longueur de 1,50 m qui, clouées sur les lambourdes, constituent la paroi du carré potager. Décapez le sol tout autour du cadre sur une largeur de 50 cm et une profondeur de 5 cm environ. Versez la terre à l'intérieur même du caisson. Additionnée de compost et enrichie de fumier, elle composera le substrat de culture de vos légumes. Recouvrez la partie creusée d'un feutre géotextile, puis étalez une couche de gravier sur 5 cm. Ce sentier gravillonné vous permettra de circuler à pied sec autour de votre carré, désormais prêt à accueillir les premiers semis et plants de légumes. On reste au potager car c'est à cette époque que l'on commence à
ameublir le sol pour effectuer les premiers semis. Alors pour cela, on va utiliser une fourche bêche ou une bêche carrément, de manière à décompacter la terre, mais aussi à enfouir la matière organique, comme le compost ou le fumier. Et puis ensuite, on va utiliser un râteau ou une griffe pour fractionner les mottes et niveler le terrain. Alors revoyons tout ça dans le détail et en images avec notre expert Hubert Fontaine. Comment bien préparer la terre de son potager pour de futures plantations? Je vais d'abord éliminer le mouron. Alors le mouron a la particularité de pouvoir fleurir et faire ses graines toute l'année. Et j'ai choisi de les retirer juste en surface avec une ratissoire à poussoir. Donc on gratte en surface, on coupe simplement le mouron, ainsi il est décollé de la terre sans pour autant retirer trop de terre. Je le ratisse soigneusement de façon à retirer le maximum de mouron sur ma terre. Donc maintenant je vais retourner ma terre, mais pour bien réaliser un bon bêchage, pour avoir la même quantité de terre d'un bout à l'autre, je vais déjà enlever une partie de ma jauge, de la terre que je vais mettre dans une brouette, et cette même terre, je la retrouverai à l'autre bout de la jauge lorsque j'aurai terminé mon bêchage. Avec ma fourche à bêcher, je pique la terre, j'en prends sur 10 ou 15 cm et je la retourne, et ainsi de suite. Il est important lorsqu'on bêche d'avoir toujours la même jauge, c'est-à-dire que si vous avez une jauge de 20 à 30 cm, il faut la conserver jusqu'au bout. On vérifie toujours bien le niveau de sa terre, elle doit être toujours bien unie. Et bien voilà, maintenant mon bêchage est terminé. Je comble la dernière jauge, ce qui correspond à la terre que j'avais retirée au départ. Et je termine mon bêchage en égalisant avec ma fourche à bêcher. La terre est maintenant retournée, elle est légèrement trop humide pour engager des semis et des plantations. Une journée de soleil suffit pour pouvoir passer un petit coup de râteau et enfin pouvoir semer et planter. Un bon jardinier doit avoir de bons outils et surtout, il doit bien savoir s'en servir. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans le Rustica de la semaine prochaine un dossier sur les outils au potager. Quel est l'outillage indispensable pour réussir la culture de vos légumes? Comment distinguer un outil pratique d'un outil un peu plus fantaisiste et donc un peu moins efficace? Comment les utiliser en fonction des tâches ménagères et des travaux que vous avez à effectuer? Toutes les réponses sont bien entendu dans ce numéro. Du travail du sol à l'entretien des cultures, en passant par la protection des légumes et l'arrosage, ce dossier réunit des pas à pas, des conseils d'experts et des avis de pros. Ce printemps, bien équipé, vous serez donc paré pour bien jardiner. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour poursuivre les travaux potagers en vous assurant bien entendu que la neige et le givre est fondu. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, nous voici en mars et ce mois est traditionnellement dédié à la taille en tout genre. C'est la raison pour laquelle ce 42e numéro de Rustica Mag s'intitule « Tailler les arbustes ». Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, je vous propose non pas une mais deux séquences jardinage, dont la première est consacrée à la bonne manière de tailler l'hibiscus des jardins.
Le thème de la seconde est un petit peu plus original, mais nous restons dans le domaine de la taille, puisque nous allons découvrir comment tailler un bonsaï d'intérieur. La séquence plante vedette nous emmènera à la découverte d'un arbuste dont la floraison est spectaculaire et fascinante, le magnolia. Et enfin, nous découvrirons un moyen de lutter au printemps contre l'un des fléaux au potager comme au jardin, la limace. C'est notre séquence savoir-faire. À cette époque, il est un dicton que tous les jardiniers se plaisent à répéter, taille tôt, taille tard, mais taille en mars. Alors, nous y sommes, il n'y a plus une minute à perdre. D'ici la fin du mois, tous les arbustes d'ornement comme les arbres fruitiers auront vu de près le sécateur pour une coupe de fin d'hiver. Le magazine Rustica de cette semaine va vous y aider. En effet, le dossier de ce numéro s'est mis à l'heure du grand nettoyage de printemps. Désherbage des massifs, fertilisation des sols, inspection et remise en état des outils et bien entendu, taille des plantes grimpantes et des arbustes à floraison estivale. Alors, comment faire? Eh bien pour cela, retrouvons notre expert Hubert Fontaine pour une leçon de taille de l'hibiscus des jardins, appelée aussi Altea. L'Altea se taille en fin d'hiver dès que les gelées sont complètement terminées, à partir du mois de mars-avril même. On va d'abord observer l'Altea, ça a une forme de fuseau, on va respecter sa forme. On s'aperçoit aussi qu'il reste beaucoup de graines, on va les éliminer. Mais avant d'éliminer les branches et surtout avant de le tailler, on va observer l'arbuste s'il n'y a pas des branches mortes à l'intérieur. Ici c'est le cas, et pour ça il suffit de casser une branche. Si la branche est craquante, comme du bois sec, il s'agit d'un arbuste, d'une branche gelée ou morte, il faut absolument la supprimer. Pour se repérer, si on casse une branche, si elle ne craque pas, c'est une branche verte, donc on va pouvoir la conserver. Alors avec un coupe-souche, vous allez éliminer le bois mort à l'intérieur, ça va même permettre de l'éclaircir. Donc là on voit bien que c'est du bois mort, hein, il n'y a pas à discuter. Déjà, on s'aperçoit que notre arbuste est un petit peu éclairci à l'intérieur. C'est intéressant puisque ça va permettre aussi d'apporter de la lumière à l'intérieur. Et maintenant, on va passer à la taille. On va tailler environ à 2 ou 3 yeux. Donc, on voit les anciennes tailles de l'année dernière. Là, c'est la taille de l'année dernière. Ça, c'est la pousse de l'année précédente. 30 à 40 cm, donc c'est la pousse. Et on voit la floraison qui est sur l'extrémité. Donc, on va tailler 3 yeux. Voilà, sur toutes ces branches. On pourra même réduire à l'intérieur, toujours pour aérer son arbre, des branches. Et on continue notre taille. Alors ce qui est intéressant quand on taille un arbuste, c'est d'éliminer les branches à l'intérieur, surtout les branches qui se croisent. Là par exemple, ici, 2 branches qui font une croix, il faut en éliminer une des 2. Ça, c'est une règle générale, donc on supprime celle-ci et notre hibiscus va pouvoir repartir un petit peu plus loin. Voilà, on a terminé maintenant la taille de notre hibiscus. Sachez une chose, que si vous laissiez les graines sur vos arbustes, eh bien vous auriez des hibiscus qui pousseraient un petit peu partout dans vos massifs. Dans le monde des bonsaïs, ces arbres miniaturisés, la taille a pour objectif de limiter la croissance des végétaux afin d'obtenir des silhouettes réduites. Pierre Vergne, fort de son expérience de plus de 30 ans dans l'art du bonsaï, nous livre ses secrets pour réussir la taille d'un bonsaï d'intérieur. Cet arbre a besoin d'être taillé, on voit qu'il a beaucoup poussé un petit peu partout. En particulier, regardez cette pousse qu'il a faite ici, extrêmement longue, et on voit que la couleur de la pousse a commencé à passer du vert au brun, le bois est en train de se former. Si on ne taille pas cette pousse, ce qui va se passer, c'est que les feuilles du bas vont finalement jaunir et tomber, et on va se retrouver avec des feuilles seulement aux extrémités de la pousse et une tige toute nue en dessous. Vous voyez la tige? Vous voyez la feuille? Regardez là, juste à l'aisselle de la feuille et de la tige, cette petite boursouflure claire. C'est un œil, un bourgeon latent. L'œil qui va se développer, c'est le bourgeon qui est à l'aisselle de la tige que j'ai coupée et de la dernière feuille que j'ai gardée. Ce bourgeon, il est ici, juste à l'aisselle entre la tige et la feuille.
Et bien entendu, quand il va sortir, il va se développer quelque part entre la tige et la feuille, dans cette direction. C'est la bonne puisque la branche était là, et après un court chemin, on reprend la direction initiale. On le voit ici, par exemple, sur cette pousse. Cette pousse, elle part de là, et vous le voyez, elle est devenue très très longue. Maintenant qu'elle a trop poussé, on va couper au-dessus d'un bourgeon bien dirigé. À chaque aisselle de feuille se trouve un œil, c'est-à-dire une reprise possible. Si on coupait là, le bourgeon qui se réveillerait serait ce bourgeon qui partirait dans la direction que je viens de montrer. Pour cette branche, c'est une mauvaise idée, parce qu'on tourne en rond. Il vaut mieux tailler à l'œil du dessous, et du coup, la branche va repartir dans la direction qu'elle avait auparavant. Vous le voyez, j'utilise un ciseau droit. On l'appelle comme ça à cause de la forme du manche et des lames. Cette forme très longue permet en réalité d'aller travailler à l'intérieur d'un arbre sans être dérangé par sa ramure. Et à l'intérieur, on peut être très précis sur ce qu'on coupe si c'est nécessaire. À cette époque, dans les parcs et les jardins, fleurit l'une des espèces les plus spectaculaires, le magnolia. Ces fleurs de dimensions et de coloris très variés, issues de bourgeons velus, ressemblent à s'y méprendre à celles des tulipes et surtout apparaissent avant même le développement du feuillage. C'est d'ailleurs cette particularité qui fait du magnolia l'un des arbustes les plus appréciés des jardiniers, un arbuste originaire du continent asiatique et qui compte plusieurs centaines de variétés. Voici sous la forme de portraits élégamment illustrés quelques-uns de mes coups de cœur. Le magnolia hybride Betty. Cette variété se distingue par sa forme évasée et très large à la base. Les fleurs s'épanouissent dès la mi-mars et réunissent de nombreux pétales étroits, d'abord pourpres, devenant plus clairs à maturité. Le magnolia hybride Ricky. Les fleurs de cette variété possèdent des pétales très étroits et beaucoup moins nombreux. Elles s'épanouissent en mars et affichent une teinte pourpre qui ne se délave pas, soulignant sa jolie silhouette arrondie de 4 à 5 mètres de haut. Le magnolia celata, dit également le magnolia étoilé. C'est le plus petit des magnolias adaptés aux jardins de taille réduite. Sa silhouette compacte ne dépasse pas les 2 mètres. C'est également le plus précoce puisqu'il fleurit dès la fin février en se parant d'une multitude de petites fleurs blanches aux pétales étroits et fins. Magnolia soulangiana Lennei alba. Cette variété se distingue par de grosses fleurs dont les pétales blanc-crème sont larges, procurant ainsi à l'inflorescence une allure globuleuse, tout comme sa silhouette qui est arrondie et aérienne et atteint 3 à 4 mètres. Le magnolia hybride Atlas, retenez bien ce nom, c'est probablement le plus spectaculaire des magnolias en raison notamment de la taille de sa fleur, plus de 20 cm. Son bouton est d'abord rose pourpre, puis la fleur blanchit. Il s'épanouit du mois de mars-avril et son envergure est aussi à l'image de sa fleur, volumineuse, plus de 4 à 5 mètres de haut. Retrouvez tous ces magnolias ici dans une collection qui leur est dédiée à l'arboretum des Grandes Bruyères dans le Loiret et adoptez cet arbuste fascinant en lui réservant un emplacement dans votre jardin ensoleillé et en le plantant dans une terre riche et meuble. À l'approche du printemps, l'un des ravageurs les plus redoutés au jardin va faire son apparition, la limace. Attention donc à vos jeunes semis, à vos plantations, qu'il va falloir protéger de la gourmandise de ce mollusque terrestre. Alors savez-vous qu'il existe des moyens de lutte respectueuse de l'environnement? Voici 2 manières pour lutter contre les limaces au potager. Il est bien évident qu'au soleil, en pleine journée, il est difficile de rencontrer des limaces et des escargots. Mais si on observe bien, par exemple ici, un pied de laitue, on voit que les feuilles ont été rongées pendant la nuit et par temps de pluie. Alors comment faire pour se débarrasser des limaces qui attaquent aussi bien les haricots, les concombres, les courges et les choux? Il existe plusieurs méthodes naturelles.
La méthode la plus radicale, c'est d'utiliser des granulés anti-limaces, anti-escargots, anti-loches. Ce sont des granulés à base de ferramol qui sont utilisables dans la culture biologique. Donc aucun danger pour nos animaux domestiques, ce qui n'est pas le cas avec les autres granulés. Ils sont de la même couleur. On va en mettre avec parcimonie, très peu. Donc on va utiliser une petite pelle, pourquoi pas, pour pouvoir les jeter tranquillement dans notre potager, entre les lignes de salade, mais en aucun cas on va les mettre dans les feuilles de salade. Donc quelques granulés suffisent. Les limaces vont venir consommer ces granulés, repartiront sous leur cachette pendant la nuit et vont périr sans qu'on les voie. Donc on ne verra aucune limace qui bavera dans le potager. Autre méthode, le piège à bière. Donc ce sont des boîtes avec un petit capuchon. Nous enterrons le récipient. Donc là où il y a des salades, par exemple, j'y mets de la bière, remplie à peu près aux 2/3. Je rebouche mon récipient avec la possibilité aux limaces de s'enfiler par-dessous. Alors sachez que les limaces sont attirées par la bière à plusieurs dizaines de centimètres de distance. Alors sur le même principe, il existe d'autres pièges. Donc là, ce sont des récipients. On y met notre bière dans chaque récipient à l'intérieur. Je referme et les limaces vont pouvoir se glisser à l'intérieur. On peut attraper jusqu'à 50 limaces avec ce même piège. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est beaucoup plus important. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de limaces, ça vous permettra d'en attraper une grande quantité. Alors pourquoi un couvercle? Tout simplement pour abriter de la pluie. Quand il pleut beaucoup, ça risque de remonter le niveau de la bière et de la rendre moins attractive pour les limaces. Et puis aussi pour éviter les hérissons de venir consommer et manger des bières et surtout ne pas s'enivrer à cause de la bière. À consommer bien entendu avec modération, cela vaut également pour les hérissons. Ces fidèles et précieux compagnons du jardinier sont d'utiles petits mammifères qui consomment des limaces et des escargots, mais aussi bon nombre de larves et d'insectes nuisibles aux cultures. Avec le retour des beaux jours, tous ces ennemis des végétaux vont commencer à faire leur apparition. Le dossier du magazine Rustica de la semaine prochaine dresse le portrait des plus redoutables d'entre eux rencontrés au jardin. Pour chacun, vous trouverez une description précise du parasite, de son mode de vie, des plantes vulnérables et de l'aspect des dégâts. Ces précieux indices vous permettront d'engager une lutte toujours 100% naturelle et respectueuse de l'environnement. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour poursuivre et peut-être terminer la taille de vos arbustes d'ornement. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.